Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon numéro 1 de droit européen matériel. Dans cette leçon, nous allons travailler la protection externe de l'espace européen et plus précisément la politique commerciale commune. Donc, je vous précise dès maintenant, vous pouvez écouter les vidéos dans l'ordre que vous souhaitez, puisque j'ai décidé de commencer par la politique commerciale commune, c'est un choix personnel. Vous pouvez écouter les vidéos de manière indépendante, sans aucun problème. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de suivre les différentes vidéos que je vais publier au fur et à mesure. Ce sont des vidéos principalement de droit et je pense que je vais faire seulement des vidéos de droit sur cette chaîne. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux parce que cette chaîne est toute nouvelle et je vais donc commencer le cours de droit européen matériel. Asseyez-vous confortablement parce qu'ici on va réviser le droit européen matériel et à chaque fois je vais vraiment faire en sorte de résumer un maximum. Je vais toujours commencer avec les mots assez académiques, les termes juridiques qu'il faut. Je finirai toujours par une synthèse concise parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont pas forcément suivre jusqu'au bout et je sais aussi que vous êtes plusieurs à écouter ma chaîne et ne pas forcément faire du droit. Donc je vais vraiment m'adapter à vous. Asseyez-vous tranquillement et c'est parti. Depuis ses débuts, l'Union européenne joue un rôle tout à fait considérable dans les relations économiques internationales. Cela s'explique à la fois par le poids économique qu'elle représente et par la compétence juridique dont elle dispose pour conclure des accords internationaux, notamment dans les domaines commercial et économique. Cette influence se manifeste aujourd'hui sous deux aspects complémentaires. D'une part, la politique commerciale commune, instaurée dès 1957 par le traité de Rome, que nous allons étudier ici, et d'autre part, la politique de coopération au développement, introduite plus tard par le traité de Maastricht en 1992, qui concerne les relations privilégiées avec les pays en développement, mais que nous ne traiterons pas dans cette section. Alors, pour commencer, voyons l'origine et le fondement de la politique commerciale commune. Dans le traité de Rome, la politique commerciale commune, que l'on appelle aussi PCC, est présentée comme une grande politique communautaire, au même titre que la politique agricole commune, la PAC. Cette importance découle directement de la création de l'Union douanière européenne. En effet, cette union impliquait que les États membres renoncent à leur souveraineté tarifaire au profit d'un tarif douanier commun, adopté par la Communauté économique européenne. Concrètement, cela signifie que les États membres ne fixent plus librement leurs droits de douane vis-à-vis des pays tiers, puisque ces droits sont désormais harmonisés à l'échelle européenne. Ce transfert de compétences a donc conduit progressivement à la communautarisation de l'ensemble des relations commerciales extérieures. Juridiquement, cette évolution trouve son fondement dans l'article 206 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article prévoit que, je cite, « Par l'établissement d'une union douanière, l'Union contribue au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres. » Cette disposition traduit une véritable profession de foi libre-échangiste, qui reprend quasiment mot pour mot la formulation du préambule du GATT de 1947, intégré depuis à l'Organisation mondiale du commerce. D'ailleurs, il faut rappeler que les 6 États fondateurs de la CEE, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, avaient déjà signé le GATT 10 ans avant le traité de Rome. Ils ont donc cherché à concilier deux logiques, d'un côté le respect des règles multilatérales du GATT, et de l'autre la construction d'un marché commun européen. Mais je sais que certains ne vont pas forcément savoir ce que c'est que le GATT, et c'est normal, puisque le GATT, c'est un mot anglais qui signifie tout simplement un accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Donc en anglais, General Agreement on Tariffs and Trade, avec mon super accent anglais. Donc cet accord, il a été signé en 1947, c'est un traité international qui visait à libéraliser le commerce mondial en réduisant notamment les droits de douane et les barrières commerciales entre États. Alors, aujourd'hui encore, la politique commerciale commune conserve une place tout à fait essentielle. Même si l'Union européenne a connu une certaine perte de vitesse avec l'émergence de nouveaux acteurs économiques, comme la Chine, l'Inde, elle reste l'un des principaux acteurs du commerce mondial.
puisqu'à elle seule, elle représente environ 20% du commerce international. La politique commerciale commune constitue donc un instrument majeur de l'action extérieure de l'Union, non seulement pour défendre ses intérêts économiques, mais aussi pour diffuser ses valeurs et ses normes sur la scène internationale. Passons maintenant au cadre juridique. La base centrale de la politique commerciale commune, c'est l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Historiquement, cette disposition a évolué. Dans le traité de Rome, elle correspondait à l'article 133 du TCEE, puis elle est devenue l'article 133 dans le traité CE après Amsterdam, et enfin, depuis le traité de Lisbonne, elle figure à l'article 207 du TFUE. Cet article définit entre autres deux éléments essentiels. D'une part, les domaines couverts par la politique commerciale commune, c'est ce qu'on retrouve au paragraphe 1. D'autre part, l'évolution du champ matériel de cette politique au paragraphe 2. Commençons tout d'abord par le paragraphe numéro 1 de l'article 207. Ce paragraphe, il précise les domaines couverts par la politique commerciale commune. Donc il dispose que la PCC est fondée sur des principes uniformes. Ces principes concernent plusieurs aspects. D'abord, les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux sur les échanges de marchandises et de services, mais aussi les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation et enfin les mesures de défense commerciale, notamment en cas de dumping ou de subvention. Et là, je vous arrête tout de suite parce que vous allez me dire, mais c'est quoi du dumping ? Le dumping, c'est une pratique commerciale déloyale où une entreprise exporte un produit à un prix inférieur à celui qu'elle pratique sur son propre marché intérieur, voire même parfois en dessous de son coût de production. Le but ici, en fait, c'est de conquérir des parts de marché à l'étranger en écrasant la concurrence locale. Mais cette stratégie, elle fausse le jeu du commerce international parce qu'elle met en difficulté les producteurs du pays importateur. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne, comme l'OMC, prévoit des mesures anti-dumping. Ce sont des droits de douane supplémentaires imposés sur ces produits pour rétablir une concurrence loyale. Et donc, pour en revenir à ce paragraphe, il rappelle également que la politique commerciale commune s'inscrit dans le cadre général de l'action extérieure de l'Union, ce qui signifie qu'elle doit être cohérente avec les valeurs et les objectifs de la politique étrangère de l'Union. À l'origine, dans le traité de Rome de 1957, le champ de la politique commerciale commune était beaucoup plus restreint, puisqu'il se limitait aux modifications tarifaires, aux accords commerciaux sur les marchandises, à la politique d'exportation et aux mesures de défense commerciale. Les autres domaines, comme les services, la propriété intellectuelle ou encore les investissements étrangers directs, ont été ajoutés progressivement. Cette extension s'est surtout concrétisée avec le traité de Lisbonne en 2009, qui a considérablement élargi la compétence commerciale de l'Union européenne. C'est donc ce que nous allons voir maintenant. Il faut savoir que le champ matériel de la politique commerciale commune a donc connu une évolution progressive, puisqu'à l'origine, le traité de Rome, il prévoyait, comme je vous l'ai dit, un domaine d'application limité. Puis petit à petit, c'est la Cour de justice qui a joué ce rôle déterminant en élargissant ce champ par son interprétation notamment. Et enfin, le traité de Lisbonne qui est venu consacrer cette extension dans l'article 207 du TFUE, qui remplace, je le rappelle, l'ancien article 133 du traité CE. D'abord, concernant le domaine initial de la PCC, il faut retenir deux éléments essentiels. Premièrement, la compétence était exclusive dès l'origine. Le texte fondateur y reconnaissait que la politique commerciale commune relève d'une compétence exclusive de l'Union européenne. Autrement dit, les États membres ont accepté de manière irréversible de transférer cette compétence aux institutions européennes, et ce, dès la fin de la période transitoire, qui était fixée au 1er juillet 1968. Cette logique d'intégration, elle a d'ailleurs été confirmée par l'avis 175, rendu le 11 novembre 1975 par la Cour de justice. En gros, cela signifie qu'à partir de ce moment-là, les États membres n'agissent plus individuellement dans le domaine commercial international, ils le font uniquement par l'intermédiaire des institutions européennes, et en particulier du Conseil des ministres, qui joue un rôle central dans la conduite de la politique commerciale commune. Bon, deuxième point maintenant, il faut préciser que le traité initial dressait une énumération précise des domaines relevant de la PCC. Avant le traité de Lisbonne,
cet article, hein, qui était donc avant le 113 du TCEE, devenu ensuite 133 du traité CE, il identifiait 5 grands domaines d'action. Le premier domaine, c'était les modifications tarifaires. Le deuxième, c'était les accords tarifaires et commerciaux. Le troisième domaine, les mesures de libération des échanges. Le quatrième, les mesures de défense commerciale. Et enfin, le cinquième et dernier domaine, la politique d'exportation. Donc pour vous expliquer vraiment un par un ce que cela signifie, le premier domaine, déjà, donc les modifications tarifaires, il s'agissait des ajustements négociés sur les droits de douane avec des partenaires extérieurs. Par exemple, on peut citer l'accord bilatéral conclu entre la Communauté européenne et le Canada sur les céréales. Et pour simplifier au maximum, les modifications tarifaires, en fait, c'est quand l'Union européenne change le montant des taxes, donc ce qu'on appelle les droits de douane, appliqués aux produits qui viennent de pays extérieurs à l'Union européenne. Par exemple, si l'UE décide de baisser la taxe sur les céréales canadiennes, c'est ce qu'on appelle une modification tarifaire. Deuxième domaine, les accords tarifaires et commerciaux. Ils portaient à la fois sur les droits de douane et sur certaines pratiques commerciales, comme par exemple les quotas d'importation. Et qu'est-ce que ça signifie, les accords tarifaires et commerciaux? En fait, ce sont des accords que l'UE signe avec d'autres pays pour fixer des règles sur les échanges commerciaux. En gros, c'est combien de produits peuvent entrer, à quel prix, etc. Donc, par exemple, un accord peut dire on n'autorise plus d'importation de vin européen, par exemple, au Japon, mais on baisse les taxes sur les voitures japonaises. Donc, c'est vraiment le fait, en fait, de fixer des règles sur les échanges commerciaux avec des quotas. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir pour les accords tarifaires et commerciaux. Troisième domaine, les mesures de libération des échanges, c'est-à-dire la suppression progressive des obstacles non tarifaires au commerce, notamment les normes techniques trop restrictives. Cette logique qui visait à protéger le marché européen a parfois alimenté l'expression bien connue de forteresse Europe. Donc concernant ce troisième domaine, les mesures de libération des échanges, ça veut dire supprimer les obstacles autres que les taxes, comme des normes techniques compliquées qui empêchent d'importer certains produits. Par exemple, si un pays interdit un produit étranger parce que l'étiquette n'est pas dans la bonne langue, l'Union européenne peut négocier pour simplifier ça et rendre le commerce un peu plus libre. Donc ensuite, le quatrième domaine, ce sont les mesures de défense commerciale. Elles visaient notamment à lutter contre le dumping, c'est-à-dire la vente à des prix anormalement bas, et contre les subventions publiques accordées par des États tiers. Donc conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne pouvait alors imposer des droits compensateurs, comme les droits anti-dumping ou anti-subvention. Donc là, pour vous expliquer, ce sont des protections que l'UE peut mettre en place quand un pays vend des produits à un prix anormalement bas, le dumping, ou quand il aide trop ses entreprises par le biais des subventions. Par exemple, si la Chine vend des chaussures à prix cassé pour éliminer les fabricants européens, l'UE peut rajouter une taxe spéciale pour rétablir une concurrence équitable. Enfin, le cinquième et dernier domaine, la politique d'exportation, qui regroupait principalement les aides à l'exportation, en particulier dans le secteur agricole, en lien direct avec la politique agricole commune, la PAC. Donc pour vous expliquer ça, en fait, la politique d'exportation, c'est tout ce que l'UE fait pour aider ses propres entreprises à vendre à l'étranger. Donc par exemple, dans le secteur agricole, elle peut donner des aides pour exporter du lait, du blé ou du vin en dehors de l'Europe. Et donc ces 5 domaines, ils montraient qu'à l'origine, la PCC, elle était très centrée sur les marchandises, donc sur le commerce classique de biens matériels. Elle n'intégrait pas encore tout ce qui relève des services, de la propriété intellectuelle, comme les brevets, les marques, etc., ou des investissements étrangers directs, comme lorsqu'une entreprise européenne crée une filiale dans un pays tiers. Donc l'enjeu, en fait, c'est que cette définition de départ, elle était trop étroite face à l'évolution du commerce mondial, puisque les échanges se sont complexifiés, le droit européen, il a dû élargir la compétence de l'Union pour couvrir ces nouvelles formes d'échanges. C'est ce qui va amener la jurisprudence de la Cour de justice, notamment, puis ensuite le traité de Lisbonne, et on le verra, à étendre progressivement ce champ au-delà des seuls biens matériels. Et donc on en vient au troisième point important, la liste des 5 domaines d'action n'était pas limitative, puisque le traité utilisait l'adverbe notamment, et c'est très important ce mot, notamment.
puisque ça permettait une interprétation ouverte. Autrement dit, la Cour de justice elle a pu s'appuyer sur cette formulation pour étendre progressivement le champ matériel de la PCC. C'est cette lecture large qui va plus tard ouvrir la voie à l'élargissement consacré par le traité de Lisbonne. On entre alors dans la deuxième grande étape, l'évolution du domaine initial de la PCC. L'interprétation de l'ancien article 133 du traité CE par la Cour de justice s'est déroulée en 2 temps. Première période, une interprétation extensive du domaine de la politique commerciale commune. Donc, dans un premier temps, la Cour adopte une lecture très large de ce qui relève de la PCC, par exemple dans l'avis 178 du 4 octobre 1979, la Cour considère qu'un accord international sur le caoutchouc naturel, même s'il visait surtout à stabiliser les prix de cette matière première, avait une influence directe sur les échanges commerciaux. Elle en a donc conclu que cet accord entrait bien dans le champ de la PCC. Une deuxième illustration, l'arrêt du 26 mars 1987, Commission contre Conseil, à propos du système des préférences généralisées, qu'on appelle aussi SPG. Ce système accordait donc des avantages tarifaires aux pays en développement. Là encore, la Cour estime que ce dispositif concerne directement les relations commerciales extérieures et relève donc de la PCC. Entre les années 1970 et 1994, la Cour rattache ainsi à l'article 133 tout ce qui présente un lien, même indirect, avec le commerce international. Elle contribue à élargir considérablement la portée matérielle de la PCC. Cette dynamique expansive va toutefois connaître un tournant avec l'avis 194 que nous allons voir, qui marque le début de la seconde période d'interprétation. En effet, donc cette seconde période d'interprétation, c'est quand la Cour de justice a décidé d'infléchir son approche, donc notamment avec cet avis 194 du 15 novembre 1994. Le contexte ici, c'est celui de l'accord des accords de Marrakech, qui mettent fin au cycle d'Uruguay du GATT et qui crée l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Pour la première fois, le commerce international ne se limite plus aux marchandises. Il s'étend à de nouveaux domaines beaucoup plus larges, comme les services et la propriété intellectuelle. Ici, une question était posée à la Cour. Est-ce que tous ces nouveaux accords relèvent de la compétence exclusive de l'Union, comme le prévoyait l'article 133 initialement, ou bien faut-il une compétence partagée entre la communauté et les États membres? Les accords de l'OMC couvrent désormais 3 grands ensembles. Premièrement, le commerce des marchandises. Deuxièmement, le commerce des services. Troisièmement, les droits de propriété intellectuelle liés au commerce. On va donc les voir un par un, donc en commençant par le commerce des marchandises. Ici, c'est vraiment le domaine classique qui était déjà prévu par le GATT de 1947. Les produits agricoles, industriels, manufacturés, etc. C'est le terrain historique du commerce international, centré sur la réduction des droits de douane et des quotas. Deuxièmement, le commerce des services. Là, c'est une nouveauté majeure qui a été introduite par les accords de Marrakech, en raison notamment de la tertiarisation de l'économie mondiale. Les échanges portent désormais aussi sur des prestations immatérielles, donc les banques, les assurances, télécommunications, transports, mais aussi la santé, l'éducation ou la culture. Ce champ touche directement à des choix de politique nationale, donc à des questions de souveraineté. C'est d'ailleurs là-dessus que la France, notamment, a exprimé ses réserves. Et enfin, troisièmement, les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, consacrés par l'accord ADPIC, ou TRIPS en anglais. On y retrouve ici tout ce qui concerne la protection des brevets, des marques, des droits d'auteur ou indications géographiques pour lutter contre la contrefaçon et harmoniser les niveaux de protection. Mais le problème, en fait, c'est que ces nouveaux domaines dépassent largement la logique douanière traditionnelle. Ils touchent à des secteurs économiques, technologiques et culturels sensibles. La Cour de justice, elle rend donc un arbitrage nuancé, puisqu'elle considère qu'il y a des objets, donc des domaines, qui relèvent bien de la PCC, donc de la compétence exclusive de l'Union européenne, et qu'il y a d'autres domaines qui, eux, ne relèveront pas exclusivement de la PCC. Ces derniers seront donc d'ailleurs partagés entre la communauté et les États membres. Pour ce qui concerne
tous les domaines qui relèvent bien de la PCC, donc de la compétence exclusive de l'Union européenne, on va parler de 3 types de domaines. Donc il y a les accords sur le commerce des marchandises, les services transfrontières sans déplacement de personnes, par exemple le conseil bancaire à distance, et les règles visant à lutter contre la contrefaçon dans l'accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce. Ces 3 domaines-là, ils vont vraiment être de la compétence exclusive de l'Union européenne ici, à cette période. En revanche, la Cour de justice, elle va décider donc que ne relèvent pas exclusivement de la PCC les services impliquant un déplacement de personnes et tous les autres aspects internes de la propriété intellectuelle, comme la création, la durée ou les conditions de protection. Ces domaines, vous l'avez compris, deviennent donc des compétences partagées entre la communauté et les États membres, ce qui rend la représentation internationale de l'Union de plus en plus complexe. L'avis 1.94 révèle ainsi les limites finalement du cadre juridique antérieur. En effet, il montre que les matières transversales, services, propriété intellectuelle, régulation interne, posaient des problèmes de répartition des compétences et de représentation extérieure. D'ailleurs, les traités d'Amsterdam puis de Nice ont tenté d'élargir le champ de l'article 133, mais de façon incomplète, en raison notamment des réticences des États. Puis finalement, le traité de Lisbonne, lui, va clarifier la situation. Donc on le rappelle, le traité de Lisbonne qui était signé en 2007, entré en vigueur en 2009, lui va reprendre l'essentiel du projet de constitution européenne, qui a été rejeté en 2005, je le rappelle, mais sous forme de traité. Et surtout, il va consacrer définitivement à l'article 207 du TFUE une compétence exclusive étendue de l'Union en matière de commerce international, incluant désormais les services et la propriété intellectuelle liés au commerce. Par conséquent, on verra juste après, de manière plus précise, le traité de Lisbonne il met fin en fait à plusieurs décennies d'incertitude. Il va unifier la PCC dans un cadre juridique beaucoup plus clair. En effet, le traité de Lisbonne marque une étape décisive dans l'histoire de la PCC. Il remplace l'ancien article 133 du traité CE par l'article 207 du TFUE, et ce nouvel article consacre alors 3 grands apports. Premièrement, l'intégration complète du commerce des services. Deuxièmement, l'inclusion des investissements étrangers directs. Et enfin, la prise en compte des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. En d'autres termes, Lisbonne vient consolider, clarifier l'élargissement matériel de la PCC, tout en confirmant son statut de compétence exclusive de l'Union, dans la quasi-totalité des matières commerciales. Désormais, la politique commerciale s'inscrit dans la politique étrangère globale de l'Union européenne. On peut d'ailleurs identifier 2 grandes nouveautés depuis l'entrée en vigueur du traité. D'abord, une extension substantielle du champ matériel, puis une évolution procédurale avec quelques exceptions notables, que l'on verra notamment dans une prochaine leçon. Donc on va commencer par l'extension du champ matériel. Le TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a élargi la politique commerciale à de nouveaux domaines qui n'étaient pas exclusivement couverts auparavant. On y trouve ici le commerce de tous les services, quelle qu'en soit la forme, les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, interprétés notamment par la Cour de justice dans un arrêt du 18 juillet 2013, et les investissements étrangers directs, désormais placés sous la compétence exclusive de l'Union. En revanche, certains domaines demeurent en dehors de la PCC, ce sont les aspects non commerciaux de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire tout ce qui touche à la définition interne des droits, leur durée ou leur titulaire, les investissements de portefeuille et enfin les transports, qui relèvent d'une politique autonome fondée sur une compétence partagée. L'avis 2.15 de la Cour du 16 mai 2017 est venu préciser ces distinctions. Concrètement, les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle concernent la protection des droits liés aux échanges internationaux. Par exemple, la lutte contre la contrefaçon ou les normes de l'accord ADPIC. Ils relèvent de la compétence exclusive de l'Union. En revanche, les aspects purement internes, comme la création, la durée de protection, restent partagés avec les États membres. Bon, je m'arrête ici.
La propriété intellectuelle, c'est quoi? La propriété intellectuelle, c'est tout ce qui protège les créations de l'esprit. Les brevets, donc ça correspond aux inventions techniques. Les marques, ça correspond aux logos, aux noms d'entreprise, etc. Les droits d'auteur, ici on va parler des livres, films, musique. Les dessins et modèles, le design d'un produit par exemple. Et les indications géographiques. Par exemple le champagne, le roquefort, tous les noms qui ont été finalement protégés par ce domaine de la propriété intellectuelle, tout simplement. Ensuite, pourquoi on en parle dans la politique commerciale commune? Parce que ces créations, elles circulent aussi à l'international. Quand une entreprise européenne vend un produit à l'étranger, elle veut éviter que sa marque ou que son brevet soit copié dans un autre pays. On voudrait pas, par exemple, que un autre pays vende du roquefort et s'accapare finalement l'indication géographique d'un autre pays. Donc il faut des règles communes de protection au niveau mondial pour lutter contre la contrefaçon, le respect des marques. Donc qu'est-ce que dit l'Union européenne dans l'article 207? Elle va distinguer deux choses. Premièrement, les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. En gros, c'est tout ce qui a un lien avec le commerce international, comme par exemple la lutte contre la contrefaçon, les accords commerciaux, l'harmonisation des règles pour exporter, importer les produits protégés. Ces aspects, ils concernent les échanges entre les pays. C'est pour ça qu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne. Autrement dit, seule l'Union européenne décide, pas les États membres séparément. Et deuxièmement, les aspects non commerciaux, qui ne sont pas commerciaux, de la propriété intellectuelle. Là, ici, on va parler en fait de tout ce qui relève de la vie interne des États. Donc, par exemple, décider combien de temps un droit d'auteur dure. Est-ce qu'un droit d'auteur va durer 50 ans, 70 ans? Ça, c'est la vie interne des États. Ensuite, déterminer qui est titulaire du droit, l'auteur ou l'employeur, etc., etc. Et puis, par exemple, aussi fixer les sanctions nationales en cas de violation. Ça n'a pas de lien direct avec le commerce entre pays. Donc c'est une compétence partagée entre l'Union et les États membres. Ils doivent donc travailler ensemble, mais les États gardent leur mot à dire. Donc pour simplifier un maximum, commercial, c'est par exemple la lutte contre la contrefaçon, les accords internationaux, l'exportation de marques. Qui décide? L'Union européenne seule. Pourquoi? Parce que c'est du commerce international. Ensuite, tout ce qui est non commercial, par exemple la durée du droit d'auteur, la définition des sanctions, les règles internes, qui décide? L'Union et les États membres. Pourquoi? Parce que c'est du droit interne. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir ici? C'est que si la propriété intellectuelle touche au commerce entre pays, bam, compétence exclusive de l'UE. Si elle touche au fonctionnement interne des droits dans chaque pays, bam, compétence partagée. Jusque-là, normalement, vous m'avez comprise. Enfin, deuxième apport important, le maintien d'un droit de veto pour certains services sensibles. Donc je le rappelle, on est en train de parler de l'extension substantielle du champ matériel. On a vu premièrement l'extension du champ matériel, et là maintenant on va donc voir à l'intérieur de cette extension substantielle du champ matériel, le maintien d'un droit de veto pour certains services sensibles. Puisque même si en principe les services relèvent désormais de la compétence exclusive de l'Union, comme on l'a vu, les États ont conservé un droit de veto dans 4 domaines jugés sensibles. Mais avant toute chose, un droit de veto, c'est quoi? Le droit de veto, c'est le pouvoir de bloquer une décision, même si tous les autres sont d'accord. Autrement dit, si un seul État vote non, la décision ne peut pas être adoptée. Pour le cas de l'Union européenne, normalement les décisions se prennent à la majorité qualifiée au Conseil, 55% des États membres représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne. Mais pour certains sujets sensibles, donc ici la culture, la santé, l'éducation ou les services sociaux, le traité de Lisbonne a prévu une exception. Dans ces domaines, il faut l'unanimité. Donc chaque État a un droit de veto. Imaginons par exemple que l'Union européenne veuille signer un accord commercial avec les États-Unis. Si cet accord touche au cinéma ou à la culture, la France peut dire non, pour protéger sa diversité culturelle. Par exemple, ses quotas de films européens. Même si les 26 autres pays disent oui, l'accord est bloqué. Donc, autrement dit, le droit de veto, c'est le pouvoir pour un État d'empêcher une décision européenne quand l'unanimité est exigée.
C'est une protection politique pour garder la main sur certains domaines jugés trop sensibles. Et donc, ces 4 domaines, ce sont, comme on l'a dit, la culture, les services sociaux, les services de santé et l'éducation. Dans ces cas-là, comme on l'a dit, l'adoption d'un accord commercial exige l'unanimité au Conseil et non la simple majorité qualifiée. Un exemple emblématique, c'est celui de la diversité culturelle, autrefois appelée exception culturelle. L'Union européenne et le Canada ont toujours défendu ce principe face aux États-Unis. Cette exception permet de maintenir la culture en dehors des règles de l'OMC. Concrètement, ça autorise l'Union à soutenir la production cinématographique européenne et à imposer des quotas de diffusion d'œuvres européennes sur les chaînes nationales. Par conséquent, le traité de Lisbonne, on l'a vu, il a profondément modernisé la PCC, puisqu'il a élargi ses compétences, renforcé son statut exclusif, tout en ménageant certaines marges de manœuvre nationales dans les domaines les plus sensibles. Donc jusqu'ici, j'espère que vous m'avez bien suivi, mais je vais quand même faire un grand résumé de l'évolution complète de la PCC en 4 étapes logiques. Premièrement, une compétence limitée. Dans le traité de Rome de 1957, la PCC ne concerne que les marchandises. Elle vise les droits de douane, les exportations et la lutte contre le dumping. Les États transfèrent cette compétence à la communauté, c'est exclusif. Seuls les organes européens décident. Mais quel est le but à ce stade ? Eh bien, créer un marché commun sans frontières intérieures, avec un tarif douanier unique vis-à-vis du reste du monde. Deuxième étape, la Cour de justice élargit le champ. 1970-1994. Ici, la Cour voit que le commerce mondial évolue, matières premières, préférences aux pays pauvres, etc. Donc elle interprète largement la PCC. Par exemple, les accords sur le caoutchouc de 1979 ou sur les préférences tarifaires pour les pays en développement, 1987. Tout ce qui touche aux échanges internationaux, même indirectement, entre dans la PCC. Conséquence, la compétence européenne devient de plus en plus large. Troisième étape, un frein en 1994, l'avis 1.94 sur la création de l'OMC. Les accords de Marrakech, 1994, créent l'OMC, qui ne s'occupe plus seulement des marchandises, mais aussi du commerce des services, banques, télécoms, etc. Et de la propriété intellectuelle liée au commerce, brevets, marques, droits d'auteur, etc. La question se pose, est-ce que l'Union européenne peut seule signer ces accords ? La Cour dit non, pas entièrement. Les marchandises relèvent bien de l'UE, mais pour les services et la propriété intellectuelle, c'est partagé avec les États membres. Problème, la compétence devient floue. Il faut sans cesse négocier ensemble. Quatrième étape, Lisbonne, 2009. Clarification finale. Le traité de Lisbonne met fin à ces ambiguïtés. Il crée l'article 207 TFUE qui dit clairement que la PCC inclut désormais le commerce des services, les investissements étrangers directs et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Tout cela devient une compétence exclusive de l'Union européenne. Seules exceptions, les aspects non commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements de portefeuille et les secteurs sensibles, culture, santé, éducation, services sociaux, qui demandent l'unanimité du Conseil. Les investissements de portefeuille, en fait, ce sont des placements financiers qui sont faits dans un pays étranger, comme l'achat d'actions ou d'obligations, sans volonté de contrôle sur l'entreprise concernée. Autrement dit, ce sont des investissements purement financiers, où l'on place de l'argent à l'étranger pour en tirer un rendement, sans participer à la gestion de l'entreprise. Et donc, dans cette quatrième étape, l'Union parle désormais d'une seule voix dans presque tout le commerce international, sauf les petites exceptions. Enfin, je vous explique rapidement ce qu'on veut dire par préférence aux pays pauvres. On fait référence au système des préférences généralisées, donc le SPG. C'est un mécanisme qui a été créé par les pays développés, dont l'Union européenne, pour aider les pays en développement à s'intégrer dans le commerce mondial. Concrètement, l'Union va baisser ou supprimer les droits de douane sur certains produits venant de ces pays. En échange, ces pays peuvent exporter plus facilement vers l'Europe sans avoir à payer les taxes que d'autres doivent payer. Par exemple, un pays d'Afrique ou d'Asie qui exporte du cacao, du textile ou du café vers l'Union européenne bénéficie d'un tarif réduit, voire même nul parfois. L'idée ici, c'est d'encourager leur développement économique par le commerce et pas par l'aide financière directe. La Cour a donc dit
que ce système, le SPG, faisait bien partie de la politique commerciale commune parce qu'il concerne directement les échanges commerciaux. Bon, eh bien nous en avons fini avec l'extension substantielle du champ matériel. Dans une prochaine leçon, on verra une réforme profonde de la procédure des accords commerciaux internationaux. Je vous remercie.